Ma fille m'a appelé un mardi matin, la voix tendue d'une manière qu'impairait. Le seul à pouvoir déceler, et mon gendre a pris la ligne 30 secondes plus tard pour m'annoncer qu'il avait déjà discuté avec un promoteur immobilier au sujet de mes terres en me disant que cela se ferait que je coopère ou non car il pensait que 65 ans de vie paisible m'avaient ramolli mais il allait bientôt apprendre que les hommes silencieux ne le deviennent pas par accident. Ils le deviennent parce qu'ils ont appris à laisser leur travail parler pour eux. Et il me restait un dernier projet à bâtir mais avant de vous raconter ce que j'ai fait, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo car je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Maintenant laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé avec cette ferme. Nichée sur 30 hectares de collines dans le Luberon. Posé là comme un vieil homme s'installe dans son fauteuil préféré de manière immuable et sereine appartenant exactement à cet endroit. Mon grand-père Émile a acheté cette terre en 1931 avec 12 ans d'économie réalisée en travaillant pour les chemins de fer. Il a planté les premiers pêchers lui-même, creusant les trous à la main dans un sol qui n'avait jamais été touché par rien d'autre que la pluie et les sabots des chevreuils. Puis mon père a agrandi le verger, a ajouté les rangées de pommiers le long de la crête ouest et a construit la grange avec du bois coupé sur la propriété. Et quand j'ai pris ma retraite il y a 4 ans, après 38 ans de carrière comme conducteur de travaux dans le génie civil, je suis rentré à la maison pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Ma femme Marguerite l'avait toujours appelée la vraie maison, bien que nous ayons vécu dans 3 villes différentes au cours de notre mariage, Lyon, Marseille et Avignon, suivant mon travail et élevant notre fille Claire dans des appartements en location et des quartiers de banlieue qui finissaient tous par se ressembler. Mais chaque été, chaque Noël et chaque fois que les circonstances le permettaient, nous revenions à la ferme. Marguerite passait ses matinées à marcher entre les rangées du verger, répertoriant les fleurs sauvages qui poussaient entre les arbres et dessinant les plantes dans un vieux carnet en cuir usé qu'elle gardait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Elle avait ce don de remarquer ce que les autres ignoraient, comme cette touffe de gingembre sauvage près du ruisseau, ou le couple de buses qui nichait dans le même chêne chaque mois d'avril sans faute. Elle remarquait la façon dont la lumière traversait les fleurs de pêcher à 6 heures du matin d'une manière qui, selon elle, la faisait croire en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle est partie 2 ans avant ma retraite. Suite à un AVC soudain et foudroyant, elle avait 61 ans et planifiait encore les arbres fruitiers qu'elle voulait ajouter au champ sud. J'ai tenu chaque promesse faite sur sa tombe. J'ai pris ma retraite comme prévu. J'ai emménagé à la ferme comme prévu et j'ai passé ma première année à restaurer ce que le temps avait usé. J'ai refait la toiture de la grange, j'ai refait toute la plomberie de la maison, j'ai remplacé les piquets de clôture pourris du pâturage inférieur et j'ai embauché 2 gars du coin à temps partiel pour m'aider à remettre le verger en état de production et dès la 2e récolte nous vendions nos produits sur le marché local et à 3 restaurants de la région. Je ne devenais pas riche mais ce n'était pas le but était que la terre soit à nouveau vivante et que je vive la retraite que Marguerite et moi avions planifiée ensemble avec juste une chaise vide à la table de la cuisine. Je dois vous parler de mon gendre Bastien parce que le comprendre est essentiel pour saisir tout ce qui a suivi. Bastien était agent immobilier et pas un mauvais. Il était même plutôt doué de cette façon qu'ont les hommes capables de parler de tout et de rien pour vendre n'importe quoi. Il était charmant d'une manière délibérée et pratiquait ce genre de charme que l'on sent agir sur soi-même quand on sait exactement de quoi il s'agit. Il conduisait un SUV rutilant bien trop propre pour un homme qui prétendait aimer la nature. Il serrait les mains fermement et maintenait le regard une demi-seconde de plus que ce qui est naturel. Marguerite, qui avait une manière douce d'être honnête, m'avait confié un jour qu'il lui rappelait les démarcheurs qui venaient frapper à la porte quand elle était petite, ceux à qui sa mère souriait poliment tout en refermant doucement la porte. Il ne m'appelait jamais Jean-Pierre, il m'appelait le chef. La première fois j'ai cru à une plaisanterie mais à la 100e, j'ai compris que c'était sa façon de reconnaître mon existence sans jamais vraiment me respecter. Durant toutes les années où il a été marié à Claire, il n'a visité la ferme que 2 fois et les 2 fois il a passé la majeure partie de son temps au téléphone arpentant les limites de la propriété. Avec une expression que je ne pouvais pas nommer à l'époque mais que je peux nommer aujourd'hui, il faisait une
Expertise, il faisait les calculs dans sa tête comme les gens de son espèce le font toujours, surface multipliée par le prix de vente comparable au mètre carré. Moins les coûts de développement égale profit. Il ne regardait pas les péchés de mon grand-père, il regardait des lots de terrain. Le premier signal sérieux est arrivé environ 8 mois avant que tout ne s'effondre. Claire a appelé un dimanche soir et nous avons discuté pendant près d'une heure de choses ordinaires de ses enfants de vacances qu'elle planifiait, d'un problème avec le chien d'un voisin, mais avant de raccrocher, elle a mentionné presque comme une remarque en passant que son mari avait discuté avec des gens de projets de tourisme vert dans le département voisin des chalets, disait-elle, des locations saisonnières de gros revenus pour les propriétaires prêts à s'associer avec des promoteurs. J'ai dit que c'était intéressant. Elle a ajouté qu'il pensait que la ferme serait parfaite pour cela. J'ai dit que j'y réfléchirais, mais je n'y ai pas réfléchi. Je l'ai écarté comme on ignore l'alarme d'une voiture dans la rue d'à côté. Un agacement, bref, puis plus rien. C'était ma terre, la terre de mon grand-père. Elle n'avait qu'un seul but, et ce but n'était pas un complexe de bungalow de luxe pour citadins en malle de verdure. 3 mois après cette conversation, Bastien m'a appelé directement. C'était un samedi matin. J'étais dans la grange en train d'affûter mes outils de taille et j'ai failli laisser sonner. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Chef, a-t-il dit avec cette chaleur professionnelle qui me donnait toujours l'impression d'être la cible d'un argumentaire de vente. Comment allez-vous? Comment se présente la récolte? J'ai répondu que les pêches avaient bien donné cette année. C'est super, c'est super. A-t-il dit sans m'écouter. Écoutez, j'ai fait quelques recherches. Vous savez, la propriété des Morels sur la route nationale, un promoteur de Lyon vient de payer 900 000 € pour 20 hectares. 20 hectares, chef, et vous en avez 30. Vous vous rendez compte? J'ai répondu que c'était un prix conséquent. C'est un marché qui ne se présente qu'une fois par génération, a-t-il dit, et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix, cette même énergie que je lui connaissais quand il était sur le point de conclure une affaire. Écoutez, j'ai un contact, un type sérieux qui construit déjà vers Gordes. Il s'intéresse à tout ce secteur-ci. Vous étiez ouvert, ne serait-ce qu'à discuter avec lui. Je lui ai dit que j'appréciais l'intention, mais que je ne cherchais pas à vendre. Il y a eu un silence, pas un silence de surprise, mais un silence de calcul. Personne ne parle de vendre, a-t-il repris. Il existe des structures où vous pourriez rester dans la maison et toucher des revenus sur le développement du reste. Vous avez 30 hectares, vous n'en utilisez activement que 5. Le reste d'or, vous pourriez transformer cela en un patrimoine pour Claire et les petits-enfants au lieu que ce soit juste une charge fiscale. Je n'avais jamais considéré la terre de mon grand-père comme une charge fiscale. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'ai menti de la même manière que j'imaginais mon grand-père l'aurait fait, calmement et sans culpabilité, pour gagner du temps. Après avoir raccroché, je me suis remis à affûter mes outils. Mes mains étaient stables, la pierre à eau produisait son doux et familier. J'ai pensé aux mains de mon grand-père qui ressemblaient beaucoup aux miennes quand j'ai été assez vieux pour les remarquer, larges, calleuses, profondément marquées, les mains d'un homme qui avait bâti des choses. J'ai repensé à ce que mon père m'avait dit un jour, que la terre n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose dont on est responsable. Une intendance, disait-il. Vous la recevez de ceux qui vous ont précédé, vous la soignez et vous la transmettez en meilleur état que vous ne l'avez reçue. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là et j'ai commencé à prêter plus d'attention aux choses. J'ai écouté la façon dont Bastien parlait de la ferme quand le sujet revenait toujours à la troisième personne, toujours en termes de ce qu'elle pourrait devenir, jamais de ce qu'elle était. J'ai observé Claire et la façon dont elle mentionnait parfois ses idées avec une neutralité prudente que je savais forcer, comme une femme marchant sur une corde raide entre deux forces qui l'aiment toutes les deux mais dont aucune ne la voit vraiment. Et j'ai fait attention à moi-même, à cette petite érosion intérieure, à ma posture qui s'affaissait légèrement en discutant avec lui, à l'adoucissement de mes propres mots, au fait que j'avais commencé à appeler la ferme la propriété en lui parlant comme si son langage remplaçait le mien. Marguerite n'aurait pas permis cela. Elle avait un dicton: un homme qui laisse quelqu'un d'autre nommer ses biens a déjà commencé à les perdre. J'ai commencé à tout noter par écrit, non par colère mais par cette habitude professionnelle qui m'avait permis d'être rigoureux durant 40 ans de contrats et de plans. J'ai noté les dates, les mots exacts. J'ai documenté chaque transaction financière faite sur la ferme, les coûts de restauration, l'entretien du verger, le matériel. J'ai retrouvé l'acte de propriété
original de mon grand-père dans un coffre en cèdre au grenier ainsi que le relevé topographique de mon père de 1974 et mon évaluation foncière la plus récente. J'ai tout étalé sur la table de la cuisine un soir et je les ai contemplés longtemps comme je regardais autrefois les plans bleus avant de creuser des fondations, puis j'ai passé un coup de fil. Patricia Moreau avait 34 ans et venait d'être nommée associée dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit rural et environnemental à Lyon. Son père Jacques Moreau avait été mon ingénieur structure sur 3 projets majeurs pendant 15 ans. Un homme brillant, exigeant et d'une confiance absolue. Il était décédé d'un cancer 5 ans plus tôt. Patricia avait ses yeux et sa précision et je l'avais observé de loin devenir une femme dont son père aurait été très fier. Quand j'ai appelé son bureau, elle a répondu elle-même. Monsieur Jean-Pierre, a-t-elle dit, et sa voix s'est immédiatement réchauffée. Mon père me parlait tout le temps de vous. Vous étiez son client préféré. Il disait que vous étiez le seul à lire tout le contrat avant de signer. Je lui ai dit que j'avais une situation complexe qui nécessitait une réflexion approfondie. Elle m'a répondu que la complexité était sa spécialité et de venir quand je serais prêt. Je suis allé à Lyon un mercredi. Le siège arrière de mon pick-up chargé du coffre en cèdre et de tous les documents. Patricia m'a reçu dans son bureau avec vue sur le Rhône et des murs couverts de livres juridiques bien usés. Elle était petite, vive, avec ce calme sur le visage qui me rappelait son père, le visage de quelqu'un qui traite l'information plus vite qu'il ne le laisse paraître. J'ai tout étalé sur sa table de conférence de la même manière que sur ma cuisine. L'acte original, les relevés, les dossiers financiers. J'avais aussi apporté les carnets de jardinage de Marguerite, non comme preuve juridique mais parce qu'ils étaient le témoignage le plus clair de ce que cette terre signifiait. Chaque plante nommée, chaque oiseau nicheur documenté sur 30 ans de visite. Je lui ai aussi parlé des appels de Bastien. De chaque mot j'ai lu mes notes. Patricia a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. A-t-il fait des offres formelles, a-t-elle demandé? Pas par écrit, pas encore, mais il m'a dit que le promoteur était déjà briefé et il a utilisé l'expression aller de l'avant. Elle a hoché la tête lentement de cette façon qu'avait son père quand un problème devenait clair. Monsieur Jean-Pierre, a-t-elle dit, il n'a encore rien fait d'illégal, mais la direction est évidente et d'après ce que vous décrivez, je ne pense pas que cela s'arrêtera à une simple discussion. Un homme qui vous dit qu'un projet avance avant même que vous n'ayez donné votre accord est un homme qui a l'intention de rendre votre accord sans importance. Je lui ai dit que j'étais arrivé à la même conclusion et que je n'étais pas là pour porter plainte ou lancer un procès, mais parce que je voulais bâtir quelque chose qui me survivrait et qui survivrait à tout ce que mon gendre pensait pouvoir faire. Elle s'est penchée en avant. Je lui ai alors parlé du label de ferme centenaire et du Conservatoire des espaces naturels. J'avais fait des recherches les semaines précédentes sur ces dispositifs de protection agricole. Mon grand-père avait commencé à exploiter cette terre en 1931. Cela faisait 93 ans. Ma famille n'avait jamais cessé. Nous étions éligibles et je savais que notre dossier était solide. L'expression de Patricia est devenue très concentrée. C'est une base solide, a-t-elle dit, mais une appellation historique est une reconnaissance, pas une protection juridique. Cela n'empêche pas un futur propriétaire de changer l'usage des sols. Je lui ai dit que je le savais et que je voulais cette reconnaissance au sein d'une structure plus vaste, précisément un fonds de dotation agricole à vocation environnementale couplé à une servitude environnementale permanente sur la propriété combinée à une clause de transmission familiale restreinte aux descendants de sang, acceptant par écrit de maintenir l'activité agricole. Elle est restée silencieuse à nouveau, mais c'était un silence différent, celui d'un esprit en pleine ébullition. Vous renonceriez au droit de développer la propriété vous-même, a-t-elle dit de façon permanente et irrévocable. Vous comprenez cela? Mon grand-père a renoncé au droit de vendre cette terre le jour où il a planté son premier arbre. Ai-je répondu, il n'avait juste pas d'avocat pour rendre cela officiel. Patricia a souri, c'était le sourire de son père. Elle m'a interrogé sur ma situation financière. Je lui ai tout détaillé, ma retraite, mes placements modestes, les revenus de la ferme, mes charges. Je lui ai dit que je n'avais aucune dette et aucune intention d'en contracter. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons bâti l'architecture du projet ensemble. Le fonds de dotation agricole, Jean-Pierre et Marguerite détiendraient la propriété de façon permanente. Jean serait le président fondateur.
Avec le droit d'y vivre et d'exploiter la terre pour le reste de ma vie. Une servitude environnementale avec l'État interdirait tout lotissement, tout développement commercial ou tout changement d'usage agricole à perpétuité. Les statuts du fonds établiraient un conseil de 3 membres. Patricia en tant que conseillère juridique, un responsable de la chambre d'agriculture qu'elle connaissait et moi-même avec le pouvoir d'approuver ou de rejeter toute demande de résidence. Sur la propriété au-delà de la mienne, il y avait une clause supplémentaire que je voulais absolument. Patricia a haussé un sourcil quand je l'ai décrite puis l'a notée sans commentaire. Toute personne souhaitant résider sur la propriété pour une durée supérieure à 72 heures était tenue de participer activement et de manière documentée aux travaux de la ferme. Minimum de 25 heures de travail par semaine. Entretien du verger, récolte, gestion des sols, irrigation avec des registres remis mensuellement au conseil. Le non-respect de cette clause constaté par le président était un motif d'avis d'expulsion immédiat. Cela va créer des tensions, a dit Patricia avec prudence. Je m'y attends, ai-je répondu. Elle m'a regardé un instant de la même façon que son père quand il comprenait enfin ce que j'étais réellement en train de construire. Puis elle a repris son stylo. J'aurai le premier projet prêt dans 10 jours. A-t-elle dit, et monsieur Jean-Pierre, c'est la structure la plus solide que j'ai eu à concevoir depuis longtemps. Je suis rentré chez moi à travers les collines, alors que le soleil de fin d'après-midi teignait la crête d'ambre pour la première fois depuis des mois. Je ne ressentais plus ce poids dans ma poitrine. Je me sentais comme au début d'un chantier dont je savais qu'il était juste pas excité, pas soulagé, juste certain. La semaine suivante, Bastien a rappelé. Sa voix avait une qualité nouvelle, une urgence contrôlée, la voix d'un homme qui a attendu que l'autre bouge. Et qui en a assez d'attendre, chef, a-t-il dit. Je dois vous parler sérieusement, j'ai une réunion avec le promoteur vendredi. Un certain Marc Lefebvre, un type bien qui construit dans la région depuis 20 ans. Je voudrais que vous soyez en ligne avec nous. Je lui ai dit que je n'étais pas disponible ni vendredi ni samedi, puis je lui ai dit que je serais occupé tout le week-end. Un silence plus long que le précédent. Jean-Pierre, a-t-il dit, et c'était la première fois depuis des années qu'il utilisait mon prénom. Je dois vous faire comprendre que cette opportunité ne va pas attendre. Lefebvre a 3 autres terrains en vue. Si nous ne bougeons pas maintenant, la fenêtre se referme. J'essaie de faire quelque chose de bien pour votre famille ici, pour Claire. Pour les petits-enfants, vous avez 65 ans, qu'allez-vous faire avec 30 hectares? Je vais faire pousser des pêches. Ai-je répondu? Le silence qui a suivi n'était pas celui d'un homme qui réfléchit à une réponse, c'était le silence d'un homme qui décide jusqu'où il doit pousser. Écoutez, a-t-il fini par dire, sa voix devenant plus basse et moins théâtrale. Ce qui était, j'ai compris, censé paraître plus honnête. J'ai déjà fait évaluer la propriété. Lefebvre a vu les plans cadastraux. Il est intéressé. Jean-Pierre, il est déjà sur le coup. À un moment donné, la discussion va avoir lieu, que vous soyez dans la pièce ou non. Je veux que vous réfléchissiez attentivement à ce que vous venez de dire, lui ai-je répondu, puis j'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Je suis resté dans la cuisine 1 minute, les mains sur le comptoir, regardant par la fenêtre les rangées du verger. Les pêchers étaient dans leur plénitude estivale, les feuilles sombrées lourdes. Mon grand-père avait planté les premiers à partir de jeunes plants qu'il était allé chercher à 500 km de là. À un moment donné, la discussion va avoir lieu, que vous soyez dans la pièce ou non. Cette phrase m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne s'agissait plus d'une discussion sur une opportunité, c'était un homme me disant dans le langage de quelqu'un qui avait été poliment prudent pendant longtemps qu'il n'avait en réalité pas besoin de mon consentement. Il effectuait simplement un appel de courtoisie. J'ai appelé Patricia l'après-midi même. Elle m'a dit que le projet était presque prêt. J'ai demandé si nous pouvions finaliser avant la fin de la semaine. Elle a demandé si quelque chose avait changé. J'ai répondu que le calendrier s'était accéléré. Elle a promis que tout serait prêt pour jeudi. Le jeudi matin, je suis retourné à Lyon pour la seconde fois. J'avais mis ma belle chemise, la bleue que Marguerite m'avait achetée pour notre 40e anniversaire de mariage, car certaines choses méritent d'être faites avec la tenue appropriée. Patricia m'attendait dans la salle de conférence avec les documents déjà étalés, 3 piles chacune reliées sous une couverture vert foncé, avec des lettres dorées, fonds de dotation agricole. Jean-Pierre et Marguerite. Elle m'a lu les dispositions clés de la même manière qu'un chirurgien décrit une
Procédure de façon complète précise sans adoucir les angles le transfert permanent de la propriété et de toutes les structures au fond la servitude environnementale avec l'état l'interdiction de lotir de développer commercialement ou de changer l'usage des sols mon droit de résidence à vie. Ma présidence la structure du conseil les exigences de travail pour les résidents les motifs d'expulsion et la clause finale que j'avais exigée. Stipulant qu'à mon décès la présidence ne pourrait être transmise qu'à un descendant direct de sang des 1000 qui accepterait formellement les termes des statuts et s'engagerait par écrit à maintenir une exploitation agricole continue. Si aucun descendant n'acceptait dans un délai de 2 ans la terre serait transférée au conservatoire des espaces naturels en tant que réserve naturelle et agricole permanente. J'ai écouté tout cela puis j'ai pris le stylo ma main était ferme, le stylo a glissé sur les lignes de signature comme une charrue avance sur une terre connue avec détermination sans hâte suivant une ligne qui était déjà tracée. J'ai signé 11 pages, le notaire les a tamponnées en séquence. Patricia a rassemblé l'ensemble avec ses 2 mains comme on manipule quelque chose de précieux. C'est fait, a-t-elle dit. Je dépose les actes aujourd'hui dès lundi. Ce fonds sera de notoriété publique. La servitude prendra environ 3 semaines pour être totalement traité par l'administration, mais le fonds lui-même est légalement effectif dès aujourd'hui. Je lui ai dit merci. Elle a répondu ce que son père aurait dit: les beaux édifices survivent à tous ceux qui les ont bâtis. J'ai serré sa main, pris ma copie des documents et je suis sorti. Dans la tiédeur d'un après-midi de septembre, la ville me semblait lointaine même. Si j'étais en plein cœur, je pensais à mon grand-père faisant ses 500 kilomètres pour des plans de pêcher, ne sachant pas s'il prendrait dans ce sol les plantant quand même, parce que certaines choses se font avec la foi que l'avenir en vaudra la peine. Il avait eu raison. Les 3 semaines entre la signature et l'arrivée de mon gendre furent les plus sereines que j'avais connues depuis des années. J'ai vaqué à mes occupations à la ferme sans urgence ni appréhension. J'ai fini d'installer un nouveau système d'irrigation goutte à goutte le long de la rangée sud du verger, un projet que je remettais sans cesse à plus tard. J'ai reçu le contact de Patricia Marc Lefebvre de la Chambre d'agriculture. Aucun lien avec le promoteur mentionné par Bastien pour marcher sur la propriété et commencer la documentation pour le label de ferme centenaire. C'était un homme lent et réfléchi d'une 50aine d'années qui avait grandi dans une ferme, et il parcourait les rangées comme quelqu'un qui reconnaît un endroit à un niveau bien plus profond que les mots. C'est une terre sérieuse, a-t-il dit en passant sa main sur l'écorce d'un des plus vieux pêchers. Vous avez des systèmes racinaires ici qui ont 60 ou 70 ans. Les gens ne se rendent pas compte de ce que cela signifie. On ne peut pas acheter ça. On ne peut qu'en hériter. Je lui ai dit que c'était exactement ce que j'essayais de protéger. Il a déposé son évaluation initiale la semaine suivante. L'appellation ferme centenaire était presque certaine d'être approuvée. Mon gendre est arrivé un samedi à 11h du matin. Il n'avait pas prévenu. Il a remonté l'allée de gravier dans son SUV propre et ses parents le suivaient juste derrière dans une voiture de location. On ne m'avait pas dit qu'il venait. J'étais sur le porche en train de remplacer une section de rambarde quand j'ai entendu les véhicules et j'ai pris mon temps pour poser mes outils avant d'aller les rejoindre. Il est sorti de sa voiture avec l'air d'un homme qui s'attend à une négociation et compte repartir avec un contrat. Il était habillé comme s'il allait faire visiter une propriété de luxe, pantalon chino impeccable, bottines de marque. N'ayant jamais vu la boue, son père Raymond est sorti de la location avec les mouvements délibérés d'un homme qui se considère important et s'attend à ce que l'espace se réorganise autour de lui. Sa mère Sandra est restée un moment sur le siège passager, fixant la maison à travers le pare-brise avec cette expression particulière d'une femme qui planifie déjà des rénovations. Ma fille est sortie de l'arrière. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Jean-Pierre, a dit mon gendre sans s'avancer vers moi, restant près de sa voiture comme s'il possédait déjà le sol sous ses pieds. C'est bien que vous soyez là, nous devons parler tous ensemble. J'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai demandé si quelqu'un voulait du café. Sa mère a répondu qu'elle en prendrait volontiers avec cette voix légère de quelqu'un qui a l'habitude d'être servi. Son père n'a rien dit, arpentant déjà du regard la limite de la propriété de cette façon que je connaissais bien. Nous sommes entrés. J'ai préparé le café. Mon gendre s'est assis à la table de la cuisine et a sorti un dossier avec le logo d'une société de
Promotion immobilière Lefebvre Patrimoine Lyon. Je veux que les choses soient claires, a-t-il dit. Il avait totalement abandonné le ton chaleureux du chef. C'était sa voie d'affaires et elle était d'une certaine manière plus honnête que tout ce qu'il m'avait dit auparavant. Je suis en discussion avec Marc Lefebvre depuis 4 mois. Il offre la valeur marchande plus une prime de 20% pour les droits de développement. Il a fait une pause. Il propose aussi une convention de résidence à vie qui vous permet de rester dans la maison. Vous n'auriez pas à déménager, vous auriez l'argent et votre maison. Qui a-t-il à objecter? J'ai regardé ma fille, elle fixait ses mains éclairs et je demandais. Elle soutient ce projet, a répondu mon gendre avant qu'elle ne puisse parler. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de la famille. Cette terre est inutilisée alors qu'elle pourrait être. Elle n'est pas inutilisée et je dis je fais pousser des fruits, j'emploie 2 hommes, je vends au marché, j'ai une liste d'attente pour 3 restaurants. Il a secoué la tête avec la patience feinte d'un homme expliquant quelque chose à quelqu'un de volontairement lent. Jean-Pierre, un verger sur ce marché, c'est de l'argent de poche pour Obi 2. Retraité, nous parlons de quelque chose qui pourrait mettre Claire et les enfants à l'abri pour les 20 prochaines années. Vous n'allez pas être là éternellement. Et quand vous ne serez plus là, vous savez ce qui se passe, les frais de succession, le notaire, les impôts, cette propriété restera bloquée pendant des années pendant que la famille s'entre-déchire. La scénette, c'est maintenant. C'est logique, j'ai remarqué qu'il n'avait jamais utilisé le mot mien, il n'a jamais dit ma terre, il avait utilisé le vous tout le temps, mais ce qu'il voulait dire c'était moi. Il avait déjà transféré la propriété dans son esprit. La conversation qu'il avait avec moi n'était pas une négociation, c'était une notification de courtoisie. Je me suis versé une tasse de café, j'en ai versé une à ma fille, elle l'a prise sans lever les yeux. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter, et je dis comme sur commande. J'ai entendu des pneus sur le gravier. Patricia Moreau a franchi la porte d'entrée portant son porte-document en cuir et affichant ce calme professionnel qui remplit une pièce de la même manière que la certitude la remplit silencieusement et totalement. Elle était habillée pour un tribunal, pas pour une ferme, et elle portait une mallette de documents qui avait l'air exactement aussi officiel qu'elle l'était. Mon gendre l'a dévisagé. Ses parents qui s'étaient glissés depuis le porche se sont figés. Qui est-ce, a-t-il demandé. Je m'appelle Patricia Moreau, je suis avocate et présidente du conseil juridique du fonds de dotation agricole Jean-Pierre et Marguerite. Elle a posé son dossier sur la table de la cuisine à côté de son dossier de promoteur. Sans cérémonie, elle a jeté un coup d'œil au logo de Lefebvre Patrimoine et n'a pas réagi. Il y a 3 semaines, cette propriété-là maison, tous les bâtiments et l'intégralité des 30 hectares de terre ont été irrévocablement transférés à ce fonds. Le fonds est désormais de notoriété publique, enregistré auprès du département de Vaucluse et de l'État. Une servitude environnementale avec le conservatoire est en cours de finalisation. La cuisine est devenue très silencieuse, de ce genre de silence qui a un poids. Le père de Bastien a posé sa tasse. Qu'est-ce que cela signifie exactement, a-t-il demandé. Cela signifie, a dit Patricia d'un ton égal, que cette propriété ne peut pas être vendue, elle ne peut pas être divisée, elle ne peut être convertie à aucun autre usage que l'exploitation agricole actuelle. Ces restrictions sont permanentes et irrévocables. Elles survivent à la vie de monsieur Jean-Pierre, elles survivent à celle de sa femme et de sa fille. Elles sont attachées à la terre elle-même et non à un individu. Aucun futur administrateur, aucun futur héritier et aucun promoteur, quelles que soient les lettres d'intention rédigées, n'a l'autorité légale de l'élever. Mon gendre s'est levé brusquement, son visage est passé par plusieurs couleurs en succession rapide, la confusion, puis le calcul, puis le rouge vif et laid d'un homme qui comprenait qu'il avait été surpassé et ne le supportait pas. Ce n'est pas légal, a-t-il dit, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas simplement. Il s'est tourné vers moi. Vous ne pouvez pas simplement donner votre propre terre comme ça, vous n'avez pas le droit, c'est une fraude. C'est-il a ouvert le dossier Lefebvre comme si quelque chose à l'intérieur pouvait dissoudre ce qu'il venait d'entendre. C'est parfaitement légal, a dit Patricia sur le ton patient de quelqu'un qui avait anticipé exactement cette réaction. Monsieur Jean-Pierre avait tout à fait le droit de transférer sa propriété dans un fonds de son choix. Il n'était lié par aucune obligation contractuelle envers un tiers au moment du transfert. Si monsieur Lefebvre a entamé des discussions informelles avec votre client sans avoir préalablement obtenu une option d'achat formelle signée par le propriétaire légal, c'est un
Risque que ses conseillers auraient dû signaler mon gendre a regardé son père. Son père a regardé le sol. Sandra se tenait dans l'encadrement de la portelée. Deux mains crispées sur son sac à main avec l'expression d'une femme qui avait fait 4 heures de route un samedi s'attendant à passer l'après-midi à planifier sa résidence secondaire. Ma fille n'avait toujours pas levé les yeux de la table. Je me suis levé de ma chaise. Je veux que vous entendiez quelque chose. Ai-je dit à mon gendre. J'ai gardé ma voix calme comme je l'avais fait durant 38 ans de litiges contractuels et d'inspection de chantier. Il s'est figé. Je lui ai parlé de mon grand-père. Pas une longue histoire, pas une histoire sentimentale, juste les faits. Émile 1931, 500 km pour des plans de pêcher. 12 ans d'économie de cheminot en poche, des mains qui comprenaient ce qu'était le travail. Je lui ai parlé de mon père qui avait ajouté les pommiers, construit la grange avec le bois coupé ici même et qui m'avait dit que l'intendance était le mot pour ce que nous faisions là. Je lui ai parlé de Marguerite. Il l'avait rencontrée. Il s'était assis à sa table et avait mangé sa cuisine et avait été gentil avec elle de cette manière calculée qu'ont les gens d'être gentils avec ceux qu'ils ont l'intention d'utiliser plus tard. Il savait qui elle était. Il savait que cette ferme était le rêve qu'elle n'avait pas pu vivre pleinement. Et puis je l'ai regardé fixement. Vous m'avez dit que cette terre était une charge fiscale. Et je dis vous m'avez dit qu'elle dormait. Vous m'avez dit que la discussion aurait lieu que je sois dans la pièce ou non. Alors j'ai fait en sorte d'être dans la pièce. J'ai été dans chaque pièce où cette terre avait besoin de moi et j'étais dans celle-ci avant même que vous ne sachiez que la partie avait commencé. Sa mâchoire travaillait. Aucun mot ne sortait. Cette terre ne m'appartient pas. Ai-je poursuivi. Elle appartient aux gens qui l'ont façonnée et aux gens qui viendront après et à chaque être vivant qui y a élu domicile depuis 90 ans. Ma femme l'avait compris. Je l'ai compris. La seule personne dans cette pièce qui n'y a jamais vu qu'un chiffre sur une page, c'était vous. Son père a émis un bruit comme s'il s'éclaircissait la gorge. Sandra s'était totalement retirée dans le couloir. Patricia restait immobile, son dossier fermé, ses mains jointes. Mon gendre m'a regardé pendant un long moment, puis il a regardé son dossier avec le logo Lefebvre Patrimoine, puis il a dit quelque chose de bas et de haineux que je ne répéterai pas ici. Il a ramassé son dossier et est sorti de ma cuisine. Ils ne sont pas partis tous deux. Suite. La fierté est une chose étrange. Elle retient les gens dans des pièces bien après qu'ils auraient dû en sortir, les obligeant à prétendre que la situation est encore récupérable quand tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Mon gendre a passé l'après-midi au téléphone sur le porche arrière parlant à voix basse et contrôlée. Ses parents ont arpenté le verger dans un silence hébété. Raymond désignant parfois des choses, une clôture, une rangée d'arbres, avec cette habitude de propriétaire dont les plans ont été perturbés mais qui n'a pas encore totalement accepté la réalité. Ma fille est restée assise avec moi dans la cuisine la majeure partie de l'après-midi. Nous n'avons pas beaucoup parlé. J'ai préparé le déjeuner. Elle a mangé un peu. À un moment elle a dit papa. Je ne savais pas qu'il avait déjà parlé au promoteur. Je ne savais pas qu'il en était déjà là. Je sais, lui ai-je dit. J'aurais dû mieux écouter. J'aurais dû. J'ai posé ma main sur la sienne comme je le faisais quand elle était petite et contrariée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas réparer. Certaines choses s'apprennent tard. Lui ai-je dit. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand tu sais. Enfin, les jours qui suivirent furent difficiles de cette manière spécifique où un processus de fin et pénible, pas dramatique mais usant pour tout le monde. Mon gendre a tenté de rédiger avec l'aide de son père ce qu'il semblait croire être une contestation légale du fonds. Patricia l'a examiné lors d'un appel avec moi le mardi matin et a dit avec sa précision habituelle que cela démontrait une incompréhension fondamentale du fonctionnement des servitudes environnementales et que cela ne survivrait pas à un examen initial. Elle a envoyé une brève réponse formelle à l'adresse email qu'il avait utilisée et je n'en ai plus jamais entendu parler. Patricia est revenue le samedi suivant pour la première inspection officielle du conseil. Elle était accompagnée de Marc Lefebvre de la chambre d'agriculture. Ils ont parcouru la propriété avec des fiches de suivi mesurant le respect des registres de travail. Le père de Bastien avait été chargé d'aider à nettoyer les ronces envahissantes le long du ruisseau, une tâche qui exigeait de s'agenouiller dans la terre humide et de couper les tiges à la main. Raymond n'avait produit qu'environ 90 minutes de travail documenté. Au cours des 7 derniers jours, le minimum requis était de 25 heures par semaine. Patricia a émis un avis formel de non-conformité. Elle le leur a lu à
Tous à la table de la cuisine de la même voix professionnelle et neutre qu'elle avait utilisée. Pour lire les statuts 3 semaines plus tôt premier. Avertissement, un second entraînerait un avis d'expulsion sous 72 heures. Sandra a regardé l'avis comme s'il l'avait personnellement insulté. C'est absurde, a-t-elle dit. Nous sommes de la famille, vous êtes les invités du fond, a dit Patricia, non sans une certaine fermeté. Votre relation avec monsieur Jean-Pierre est personnelle, votre relation avec cette propriété est régie par les statuts. Mon gendre n'a rien dit, il fixait un point au-dessus de la fenêtre de la cuisine avec l'expression d'un homme en plein recalcul. Ils sont partis un mercredi 11 jours après leur arrivée, pas de camion de déménagement cette fois. Juste les deux véhicules chargés et partis en milieu de matinée. Raymond m'a serré la main à la porte avec une poigne qui essayait de communiquer quelque chose et qui échouait. Sandra est passée devant moi sans un mot. Mon gendre s'est arrêté près de sa voiture, il m'a regardé comme les gens vous regardent quand ils cherchent une version des faits dans laquelle ils ne sont pas entièrement tort. J'ai vu ce regard dans des litiges de chantier, dans des négociations de contrats ratés, dans des discussions avec des hommes qui avaient mal construit quelque chose et avaient besoin que quelqu'un d'autre en soit responsable. Je ne lui ai pas donné ce qu'il cherchait. Il est monté dans sa voiture et a descendu le chemin de gravier et le bruit de ses pneus s'est estompé pour laisser place aux sons ordinaires de la ferme, le chant des oiseaux, le vent dans les feuilles des pêchers, le son lointain du ruisseau. Ma fille n'est pas partie avec eux, elle est restée dans l'allée après la disparition des véhicules, les bras croisés sur la poitrine, regardant la route vide avec l'expression de quelqu'un qui vient de poser un fardeau très lourd. Puis elle s'est retournée et a regardé la maison et moi debout sur le porche, et j'ai vu quelque chose changer sur son visage. Pas encore du soulagement, mais le début du soulagement. Elle a remonté les marches du porche et s'est assise dans le fauteuil à bascule à côté du mien pendant un long moment. Nous sommes restés assis à écouter la ferme. Papa, a-t-elle fini par dire. Je suis là, ai-je répondu. Elle n'a pas dit ce qu'elle voulait dire tout de suite. Et c'était bien ainsi. J'avais appris avec Marguerite que les choses les plus importantes ont presque toujours besoin d'un moment avant d'être prête à être dites. J'ai passé les 2 dernières années, a-t-elle dit lentement, à me dire que je devais juste mieux gérer les choses, que si je disais les bonnes choses à vous si je trouvais le bon terrain d'entente, cela cesserait d'être si pesant. Elle a fait une pause. Mais il n'y a pas de terrain d'entente entre quelqu'un qui respecte quelque chose et quelqu'un qui ne le respecte pas. Je ne voulais juste pas le voir. Je lui ai dit que c'était l'une des choses les plus difficiles à voir quand on aime quelqu'un, que cela ne la rendait pas faible d'avoir essayé de ne pas le voir. Cela la rendait humaine. Elle est restée silencieuse un moment. Maman l'aurait vu, a-t-elle dit ta mère. Ai-je répondu. Voyez, tout finit par tout voir, mais même elle avait certaines choses dont elle devait faire le tour. Pendant un moment avant de pouvoir les regarder en face, elle le faisait juste plus vite que la plupart des gens. Claire a presque souri, presque ce qu'elle aurait adoré, a-t-elle dit en désignant le verger, c'est que ce soit protégé. Maintenant que personne ne puisse y toucher, c'est pour ça que je l'ai fait, lui. Ai-je dit pas pour moi, pas même pour toi, bien que tu en fasses partie. Je l'ai fait parce qu'elle avait une vision pour cette terre qui était bien meilleure que celle que j'aurais eue seule, et protéger cette vision est la seule façon que je connaisse de continuer à lui parler. Ma fille a tendu la main et a pris la mienne comme elle le faisait quand elle était petite. Nous sommes restés là alors que l'après-midi avançait sur le verger et que les ombres des pêchers s'étiraient longues et paisibles sur l'herbe. La ferme se tenait derrière nous, immuable, sereine, appartenant exactement à cet endroit. Mon grand-père a bâti sa première maison sur cette terre avec ses mains, ses économies et sa foi que l'avenir valait la peine d'être préparé. Mon père a planté des arbres qu'il vivrait assez longtemps pour voir porter des fruits. Marguerite a nommé chaque fleur sauvage le long du ruisseau et a cru jusqu'à la fin que cet endroit serait toujours là pour être nommé, connu et aimé. J'ai signé 11 pages et j'ai tenu chaque promesse que j'ai faite. Certains hommes se battent avec la colère, le bruit et l'attente que le monde s'écarte pour leur laisser le passage. Mon gendre était ce genre d'homme. Je pensais autrefois que les hommes comme lui étaient dangereux parce qu'ils étaient forts. Je comprends maintenant que c'est le contraire. Ils sont dangereux parce qu'ils confondent le volume sonore avec la force, et au moment où ils réalisent la différence, la porte s'est déjà refermée. J'ai 65 ans, j'ai 2 bonnes mains, un verger qui produit et un morceau de terre qui fera pousser des pêches bien après que mon nom ne soit plus
qu'une signature sur un document fondateur dans une couverture verte aux lettres. Doré, ce n'est pas rien, c'est tout.